Rappelons-nous le 24 juin 2016 au matin. L'Europe continentale stupéfaite apprenait que la Grande-Bretagne avait voté le Brexit, elle voulait sortir de l'Union européenne. Et alors à Paris, on s'est dit, c'est génial, Londres va couler à pic dans la Tamise et nous allons en profiter. Et on imaginait déjà les entreprises, les boîtes financières, tous ces Britanniques éclairés qui allaient déménager et venir s'installer au bord de la Seine. Et bien 4 ans plus tard, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout ce qui s'est passé. On s'aperçoit que malgré le Covid et malgré le Brexit, Londres reste une des très grandes métropoles européennes et mondiales, et Paris, la réputation de Paris ne cesse de baisser dans les grands classements internationaux. La qualité de vie à Paris est de plus en plus contestée. Alors que s'est-il passé ? Je voudrais aujourd'hui que nous réfléchissions sur cette espèce de cauchemar collectif. Et quand je dis un cauchemar, c'est, vous savez, on a l'impression on est dedans et on n'arrive pas à l'arrêter et on va toujours dans la même direction et puis on n'en sort pas. Alors on espère qu'on va se réveiller, sauf que là c'est un cauchemar éveillé. Effectivement, Paris est en train de se transformer à grande vitesse, mais pour le pire. Jamais la ville n'avait été aussi sale, jamais elle n'avait été aussi embouteillée. Jamais on n'avait vu une série de décisions aussi absurdes s'enchaîner. Et il faut bien le dire, Madame Hidalgo a été réélue, elle a été réélue avec une très forte abstention. Et donc il va falloir comprendre ce qui s'est passé, ce qui fait que nous n'arrivons pas à nommer ce qui se passe, et donc pour cela nous n'arrivons pas à combattre ce qui nous paraît être pourtant très nuisible pour Paris. Alors, je crois que si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en 2008, la moitié, on a franchi les 50% de la population mondiale qui vit dans les villes. C'est fondamental, c'est un changement fondamental. Et donc, le 21e siècle va être le premier siècle à majorité urbaine dans le monde. Ce qui fait que vous avez des centaines de milliards qui vont être investis dans le développement et l'aménagement urbain. L'Europe a une chance, c'est que l'Europe est un continent de villes moyennes à l'échelle mondiale. Nous n'avons pas l'équivalent de Mexico City, de Shanghai, de Tokyo. Nous n'avons pas non plus l'équivalent de ces centres-villes américains pleins de gratte-ciel avec par ailleurs des banlieues aussi étalées comme aux États-Unis. Nous n'avons pas les villes socialement difficiles d'Amérique latine avec les enchevêtrements de bidonvilles. Nous n'avons pas non plus les villes poussant comme des champignons en Asie et qui effectivement demandent beaucoup de maîtrise dans la croissance. Non, nous avons un réseau magnifique, hérité du Moyen-Âge, hérité de la période qui va du XIIe au XVIIIe siècle et qui est un réseau de villes moyennes, aérées, équilibrées et qui aujourd'hui se transforme très rapidement. Il y a des choses absolument fantastiques. Regardez ce qui est devenu Barcelone, regardez ce qui est devenu Turin, regardez ce qui est devenu Amsterdam. Et alors Paris. Paris se voudrait une ville intelligente, vous savez, une smart city. Paris se voudrait une ville durable, une ville soutenable, sustainable city. Mais en fait, lorsque vous connaissez un petit peu le corpus de l'analyse internationale, c'est une véritable discipline universitaire d'ailleurs. Il y a une science des villes durables, il y a des experts, il y a des débats, il y a énormément de choses. Vous apercevez que ce qui se passe à Paris ne correspond à aucun des critères qui sont utilisés dans le reste du monde. Alors vous allez me dire c'est paradoxal puisque Madame Hidalgo, maire de Paris, bien qu'ayant été élue par les écologistes, prend régulièrement l'avion pour aller à l'autre bout du monde, se faire fêter comme la maire d'une ville qui serait soutenable, durable, intelligente. Mais en fait c'est pas du tout vrai et je vais vous le montrer sur 5 points. Le premier point, c'est que une ville soutenable, une ville intelligente, une ville durable, c'est une ville où le facteur humain est premier. Vous ne faites pas une ville du XXIe siècle si vous ne pensez pas d'abord à ses habitants. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, toute la politique urbaine est pensée sans les habitants. On le pense comme un développement qui est fait à partir de critères. Ces critères peuvent être l'écologie, peuvent être l'agriculture urbaine, peuvent être la disparition de la voiture. Mais tout cela est fait
sans se demander si c'est bon pour les Parisiens. Alors si, on ne demande pas, on l'affirme, c'est bon pour les Parisiens. D'ailleurs, ils ont réélu Madame Hidalgo, et donc tout va bien. Sauf que, regardez bien, prenez la découverte, la mauvaise surprise. On offre aux vélos, et quasiment qu'à eux, la rue de Rivoli, et on s'étonne de la perte de chiffre d'affaires dans les commerces. Mais on pourrait multiplier les exemples de ce type. Et donc je crois que, au-delà des slogans, vous ne pensez pas une ville sans le facteur humain. Alors vous allez me dire, il y a les panneaux d'affichage de la ville de Paris appelant à imaginer ce qu'on pourrait mettre dans le budget, il y a cette démocratie participative. Tout ça, ça n'est pas fait, en fait, de manière à intégrer véritablement les populations. Et puis Paris est une ville qui reste diverse dans son peuplement. Il y a des quartiers très riches, des quartiers populaires, il y a des quartiers plus internationaux, il y en a d'autres qui restent des quartiers traditionnels, mais tout ça n'est absolument pas pensé. Le deuxième facteur, c'est l'histoire. Et dans une ville ancienne comme Paris, comme dans toutes les villes européennes d'ailleurs, il y a un facteur historique qui est extrêmement important. Et on découvre ailleurs dans le monde, on le découvre en Italie, mais on le découvre aussi quelquefois dans les villes de la période néocoloniale du Mexique, on le découvre dans certaines villes asiatiques qui ont survécu au bouleversement du XXe siècle, que l'histoire est extrêmement importante, qu'il y a une sagesse héritée du passé. Regardez effectivement le bâti d'une ville comme Paris. Il y a des choix qui ont été faits, le tracé des rues, il y a des choix qui ont été faits qui remontent à Haussmann ou auparavant. Regardez la grande mode qui est celle de l'agriculture urbaine, mais un seul des experts de la ville de Paris a-t-il jamais pensé à regarder ce qu'était la carte des jardins urbains de la ville à la fin du XIXe siècle? Ça donnerait certainement beaucoup d'idées sur la manière dont on pourrait développer, ce qui est tout à fait légitime, une ville plus écologique, plus équilibrée. Alors, ça nous amène à quelque chose qui me semble non moins important, et c'est le cœur du problème. Une ville ne se pense pas en silo. Vous ne pouvez pas avoir d'abord les transports, et puis les voies routières, et puis l'architecture, et puis la question de la démocratie participative, et puis vous faites ça et chacun réfléchit dans son silo et ça donne ce qui s'est passé par exemple avec les quais de Seine. Parce que piétoniser les quais de Seine ou les ouvrir au vélo, les fermer à la circulation, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une série de réactions en chaîne et que ces réactions en chaîne, il faut les analyser. Parce que si vous supprimez des voies à la circulation, ça va se ressentir partout. Une ville, c'est un organisme urbain, ça n'est pas quelque chose de mécanique. Et qu'a-t-il été fait, par exemple, pour multiplier les transports en commun, pour éviter aux gens d'avoir à utiliser leur voiture dans Paris? Et puis même, vous apercevez, quand vous creusez bien, que la chose qui serait évidente, qui serait de multiplier par 3 ou 4 le nombre de bus, avec un métro engorgé et avec des voies piétonisées ou rendues au vélo, eh ben non, on ne le fait pas parce que on considère que y a une dominante, c'est le vélo et c'est ce qui doit l'emporter. Paris doit devenir la ville des cyclistes. Eh bien, écoutez, cette intégration, cette façon de faire qui est pratiquée partout dans le monde, dans les grandes villes, à Paris, on n'en a pas besoin parce qu'apparemment, on sait mieux que d'autres comment se développent les villes durables. Vous avez une conséquence évidente et immédiate de ça. On parle de Paris intramuros et du Grand Paris. On parle de la banlieue. Vous avez bien vu qu'avec la baisse de la circulation automobile possible et fluide dans Paris, on a une répercussion sur l'ensemble de la banlieue des embouteillages, avec des records qui sont battus tous les mois. Eh bien, ça ne gêne pas la maire de Paris, ça ne gêne pas. Apparemment, il n'y a pas eu non plus une capacité des élus du Grand Paris à s'unir et pour dire ça suffit. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser une ville si vous ne pensez pas une ville dans son territoire, dans son environnement. C'est la base de toutes les études scientifiques qui sont menées aux États-Unis, qui sont menées en Asie, qui sont menées au Brésil ou ailleurs en Amérique latine, qui sont menées dans les extraordinaires recherches urbaines de Barcelone, de Turin ou d'autres villes. Et bien tout cela, effectivement, cette dimension territoriale, cette dimension le refus finalement d'avoir un modèle où on a les externalités négatives qui sont
expulsés vers la périphérie, tandis que la ville centrale se gargarise d'être une ville propre. C'est même pas le cas de Paris, mais disons que c'était le modèle d'origine. Eh bien, tout cela devrait être repensé. Enfin, vous avez un dernier élément qui est spécifique à Paris, qui est le fait que Paris soit une ville capitale. C'est la capitale de la France, c'est une capitale politique. Et alors là, on se pose une question qui est évidemment extrêmement importante, qui est de savoir dans quelle mesure, et on rejoint la question de la comparaison avec Londres, dans quelle mesure la France va pouvoir se permettre très longtemps d'avoir une ville capitale qui par ailleurs soit vraisemblablement l'une des villes les plus mal gérées d'Europe et où la planification urbaine est la plus absurde. C'est un vrai sujet et on ne serait pas étonné de voir se réveiller le vieux conflit entre l'État et la ville dans les années ou dans les décennies qui viennent. Alors, pourquoi s'acharner à critiquer? Après tout, il peut y avoir des évolutions, tout n'est pas écrit d'avance, mais ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que la planification urbaine, l'économie des grands systèmes urbains, c'est à l'échelle mondiale une véritable spécialité. Une spécialité qui est l'objet de recherches, de publications, de colloques, qui est le fait de grands débats. Il y a des spécialistes qui n'ont pas tous les mêmes avis. Par exemple, aux États-Unis, certains disent qu'il faut que les centres-villes redeviennent actifs, que c'est ça qui va revigorer les villes. C'était la théorie d'un grand spécialiste s'appelant Richard Florida qui avait inventé la théorie aussi des classes créatives qui, peuplant le centre-ville, allaient redonner une vie aux villes américaines. Ce modèle a été extrêmement critiqué parce qu'on a vu que ça créait énormément d'inégalités sociales, que ça obligeait un certain nombre d'habitants de centre-ville à partir encore plus sur la périphérie, que ça ramenait à la question des banlieues. Et vous avez au contraire un certain nombre de recherches qui sont menées dans des universités américaines qui tentent à prouver que le modèle de la banlieue doit être repensé, que ce n'est pas parce que l'on conserve l'automobile qu'il est forcément polluant, qu'il peut y avoir des accommodements, que l'on peut créer d'autres modes de consommation. Et vous voyez, une idée reprise comme ça par les équipes de Madame Hidalgo sur la ville du quart d'heure, c'est-à-dire l'idée que l'on devrait pouvoir s'approvisionner dans un périmètre ne prenant pas plus d'un quart d'heure à pied ou en vélo autour de son domicile. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais il faut la contextualiser, il faut savoir d'où elle vient, il faut savoir d'où viennent tous ces débats. Et c'est pas du tout ce qui est fait. Vous ne pouvez pas plaquer ce qui est le fruit d'un débat important et qui est mené par des spécialistes en lien avec des responsables urbains et dans une optique aussi d'échange permanent avec des habitants des villes. Vous pouvez pas plaquer ça sur une ville multiséculaire sans avoir absolument préparé ce que vous voulez faire. Donc nous avons une réelle question qui se pose, qui est la capacité de nos dirigeants, de nos élites, à s'informer au grand débat du monde, à participer au grand débat, parce que s'il y a un beau côté de la mondialisation, c'est ça justement, c'est que les mêmes questions se posent maintenant partout, et que partout il y a des façons différentes d'y répondre, mais que c'est précisément cette diversité, cette richesse qui doit nous amener à trouver pour nous les bonnes solutions. Alors, vous savez, ça a des conséquences tout à fait considérables parce que si Paris n'est plus une ville lumière, une ville éclairée, si Paris n'est plus un endroit où ce qui se fait de mieux dans le monde vient s'installer et s'améliorer par expérimentation successive, à ce moment-là, vous allez avoir une double conséquence, le repli de la ville capitale, de la région capitale sur elle-même, et puis d'autre part, le mauvais modèle que cela donne pour un certain nombre de métropoles urbaines ailleurs en France, puisque, quoi qu'on dise, à tort ou à raison, Paris reste le modèle, et on peut imaginer que à Lyon ou ailleurs, où ont été élus des maires de la même sensibilité, on reproduise les mêmes bêtises que ce qui s'est fait à Paris. Alors, ça nous pose vraiment une série de questions. Je crois que le débat est lancé, il faudra bien qu'il soit mené jusqu'au bout. Il a été perdu dans les urnes il y a quelques semaines parce qu'aucun des adversaires de Madame Hidalgo n'était capable de l'attaquer sur ce terrain qui est celui de la compétence.
Mais enfin, nous sommes tous des citoyens de cette belle ville de Paris, et donc lançons le débat et faisons avancer la cause d'une ville plus raisonnablement gérée.